Pour ceux qui ont reconnu cette mélodie, vous venez sûrement d'avoir quelques frissons et de très mauvais souvenirs qui remontent. Et pour les autres, félicitations, votre santé mentale est encore intacte. Cette mélodie, c'est celle qu'on associe à l'un des moments les moins agréables, si je puis dire, de ReZero, la mort de son personnage principal, Subaru. Sauf que dans ReZero, quand Subaru meurt, son histoire ne s'arrête pas forcément là. Et vous vous en doutez, psychologiquement, ça laisse quelques traces. Parce que derrière son univers de fantasy, sa magie et ses personnages parfois très colorés, ReZero est une œuvre beaucoup plus sombre qu'elle n'en a l'air. Une histoire qui parle de mort, de souffrance, de traumatisme, mais aussi de personnages poussés à bout, parfois jusqu'à complètement perdre pied. Alors à l'occasion du retour de l'anime, j'avais envie de revenir aux origines de ReZero. Comment cette histoire est née, quelles sont ses inspirations, et comment un roman, publié à l'origine sur internet, a fini par devenir un light novel, un manga, puis l'anime qu'on connaît aujourd'hui. Mais surtout, j'avais envie de m'intéresser à la manière dont ReZero joue avec la psychologie de ses personnages. Parce qu'à force de mourir, de souffrir et de devoir continuer malgré tout, une question finit forcément par se poser. Combien de fois peut-on mourir avant que quelque chose finisse par se briser? ReZero nous raconte donc l'histoire de Subaru Natsuki, un jeune japonais de 17 ans qui est ce qu'on pourrait qualifier de hikikomori. Il a abandonné l'école, ne travaille pas et passe l'essentiel de son temps enfermé chez lui, notamment à jouer aux jeux vidéo et à consommer manga et anime. Et c'est justement au cours de l'une de ses rares sorties, après être allé faire quelques courses dans une supérette, que quelque chose d'assez improbable va lui arriver. En sortant du magasin, Subaru cligne des yeux et se retrouve soudainement transporté dans un monde totalement inconnu. Et contrairement au cliché de l'isekai, où le héros connaît une mort tragique ou se fait renverser avant de se réincarner dans un autre monde, Subaru, lui, n'est même pas mort. Pas d'explication, pas de grande mission confiée par une divinité, et même pas le temps de comprendre vraiment ce qui lui arrive. Subaru passe simplement du Japon moderne à un univers peuplé de créatures fantastiques, de magie, et forcément, avec tout ce qu'il connaît de ce genre d'histoire, il pense assez rapidement être devenu le héros de son propre isekai. Sauf qu'il va très vite comprendre qu'il n'a rien du héros surpuissant qu'il s'imaginait être. Au début de son aventure, Subaru rencontre notamment Emilia, une jeune fille aux cheveux argentés qui recherche un objet qui lui a été volé. Il décide alors de l'aider et commence à découvrir ce nouveau monde à ses côtés. Seulement, les choses vont très vite prendre une tournure pas très jojo, parce que Subaru meurt, tout simplement. Et c'est là qu'on arrive à la mécanique centrale de ReZero. À sa mort, Subaru se réveille à un moment antérieur de son histoire. Imaginez tout simplement le système de sauvegarde d'un jeu vidéo. Subaru meurt et revient à son dernier point de sauvegarde. À une différence près. Il ne choisit pas quand le point de sauvegarde est créé, ni quand celui-ci va être remplacé. Et surtout, si le monde autour de lui revient à son état précédent, Subaru, lui, conserve tous ses souvenirs. Il se souvient ce qu'il a appris, les personnes qu'il a rencontrées, mais surtout la douleur, la peur et chacune de ses morts. C'est ce pouvoir, ou cette malédiction, que l'œuvre appelle le retour par la mort. Et à partir de là, Subaru va devoir utiliser les informations accumulées au fil des différentes vies pour essayer de modifier le cours des événements et empêcher certaines situations de se reproduire. Sur le papier, ça pourrait presque ressembler au pouvoir parfait. Vous faites une erreur, vous recommencez. Quelque chose tourne mal, vous savez désormais ce qui va se passer. Sauf qu'il reste un léger problème. Pour recommencer, Subaru doit d'abord mourir. Et dans ReZero, la mort fait mal, très mal. Et c'est là que l'œuvre commence à se différencier d'une simple histoire de boucle temporelle. Le retour par la mort permet à Subaru de revenir en arrière, mais il n'efface jamais ce qu'il vient de vivre. Chaque nouvelle tentative lui donne une chance de changer les choses, tout en lui faisant porter le poids de toutes les précédentes. Je vais volontairement m'arrêter là concernant l'histoire parce que ReZero repose énormément sur la découverte des différentes situations et de la manière dont Subaru va tenter de les résoudre. Retenez simplement que derrière ce point de départ se cache une histoire beaucoup plus vaste, avec ses royaumes, ses différentes factions, sa magie et surtout un très grand nombre de personnages qui vont progressivement prendre de l'importance. Mais avant de voir jusqu'où l'histoire va pousser Subaru avec cette mécanique, il faut revenir quelques années en arrière. Parce qu'avant de devenir l'anime qu'on connaît aujourd'hui, ReZero était avant tout une histoire publiée sur internet.
Pour comprendre les origines de ReZero, il faut donc remonter en 2012. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui vu l'ampleur de la licence, ReZero n'est à l'origine même pas un manga ni même un light novel. Tout commence sur Internet. Bravo, vous êtes sur Internet. Le 20 avril 2012, un auteur japonais du nom de Tapei Nagatsuki commence à publier gratuitement son histoire sur Shosetsuka Ninaro, un site japonais permettant à n'importe qui de publier ses propres romans en ligne. À ce moment-là, ReZero est donc ce qu'on appelle un web novel, un roman publié directement sur Internet, chapitre après chapitre, sans passer au préalable par une maison d'édition. Et derrière cette histoire, on retrouve donc Tapei Nagatsuki. Né en 1987 au Japon, Nagatsuki est aujourd'hui principalement connu pour ReZero. Mais ce qui est intéressant, c'est que certaines des idées les plus importantes de l'œuvre étaient finalement beaucoup plus simples au départ qu'on pourrait l'imaginer. Parce que si je vous demandais ce qui a donné naissance à ReZero, vous penseriez peut-être au retour par la mort, à Subaru, ou même à toute cette histoire de boucle temporelle. Et bah, pas vraiment. À l'origine, Nagatsuki voulait surtout écrire une histoire sur une jolie héroïne aux cheveux argentés. Oui, ReZero existe en grande partie grâce à Emilia. Nagatsuki explique très clairement que pour lui, Emilia est son personnage numéro 1. Et ReZero a commencé parce qu'il voulait écrire son histoire. Son idée de départ était alors relativement simple. Imaginez un protagoniste venant au secours d'une jeune fille aux cheveux argentés. Et pour l'anecdote, il n'y a même pas forcément de symbolique cachée derrière la couleur des cheveux. Nagatsuki aime tout simplement les filles avec des cheveux argentés. Et tout le reste va ensuite progressivement venir se greffer autour de cette idée, et notamment Subaru. Au départ, Nagatsuki envisageait d'en faire un protagoniste qui deviendrait progressivement de plus en plus puissant. Autrement dit, quelque chose d'assez classique pour ce genre d'histoire. Seulement, en commençant à l'écrire, il trouve ça peu intéressant. Il décide donc de prendre le chemin pratiquement inverse. Plutôt que de faciliter la vie à son héros en le rendant toujours plus fort, il veut le faire lutter, lui mettre des obstacles, le forcer à échouer et à se relever. Et pour faire grandir son personnage, il commence alors à chercher l'épreuve la plus difficile qu'il pourrait lui imposer. Et il finit par la trouver, la mort. Et c'est de cette réflexion que va naître le retour par la mort. Et ça permet aussi de comprendre quelque chose d'important dans la manière dont Nagatsuki utilise cette mécanique. Son objectif n'est pas de donner à Subaru des vies infinies, pour rendre la mort insignifiante. C'est même plutôt l'inverse. Pour Nagatsuki, rien n'a réellement la même valeur qu'une vie. Et si Subaru veut récupérer la vie de quelqu'un qu'il n'a pas réussi à sauver, il doit mettre la sienne en jeu. Et c'est également pour cette raison qu'il refuse de laisser Subaru s'habituer à mourir. Il ne voulait surtout pas que le lecteur finisse par se dire qu'il n'a qu'à mourir et recommencer. Chaque mort doit donc rester quelque chose que Subaru redoute. Et ça explique probablement pourquoi certaines d'entre elles sont aussi difficiles à regarder. Et cette idée d'un héros qui tombe, souffre, puis doit trouver la force de se relever ne sort pas totalement de nulle part. Nagatsuki a lui-même cité 3 light novels qu'il considère comme les œuvres à la base de son écriture. Il y a d'abord Ragnarok de Kentaro Yasui qui lui a donné envie d'écrire des light novels. Ensuite, Saredo Tsumibito Wariyu to Odoru de Labo Asai qui l'a notamment influencé sur le contenu de ses histoires. Et enfin, Owari no Chronicle de Minoru Kawakami qui a surtout influencé son style d'écriture. Mais il cite également un manga extrêmement connu, Dragon Quest, la quête de Dai, et plus particulièrement Pop. Pour ceux qui connaissent le personnage, vous voyez déjà sûrement le rapprochement avec Subaru. Pop n'est pas présenté comme le héros parfait. Il doute, il a peur, il est écrasé par certaines épreuves, mais il finit constamment par se relever. Nagatsuki lui-même a fait le parallèle avec Subaru, en expliquant que c'est précisément le genre de narration qu'il aimait. Et quand on connaît ReZero, forcément, ça devient évident. Mais revenons en 2012. Nagatsuki publie donc ReZero gratuitement sur Internet, et l'histoire va progressivement attirer suffisamment l'attention pour quitter le simple cadre du web novel. Media Factory récupère les droits de publication, et le 24 janvier 2014, soit 2 ans après le début de sa publication en ligne, sort le tout premier volume officiel de ReZero dans sa collection MF Bunkoji. Et c'est à ce moment-là qu'arrive également Shinichiro Otsuka, l'illustrateur qui va donner un véritable visage au personnage imaginé par Nagatsuki. Subaru, Emilia, Rem, Ram, Béatrice et tous les autres commencent donc à prendre la forme qu'on leur connaît aujourd'hui. Le passage du web novel au light novel va également obliger Nagatsuki à changer sa manière d'écrire. Sur Internet, il pouvait plus ou moins écrire autant qu'il le souhaitait. Mais avec un livre, forcément, ça impose des contraintes. Chaque volume doit avoir une véritable structure.
Le nombre de pages est limité et surtout, il faut désormais proposer suffisamment de différences et d'améliorations pour justifier l'achat d'une histoire dont une première version reste disponible gratuitement sur internet. Nagatsuki raconte d'ailleurs que son éditeur lui avait demandé au début de réduire la quantité de texte, tout en ajoutant davantage d'événements. Une demande qui lui avait fait se demander si son éditeur était complètement fou. Mais avec le recul, il reconnaît que ce travail a permis de rendre la version light novel plus dense et plus aboutie. Et c'est une distinction assez importante. Le web novel et le light novel ne sont donc pas deux copies identiques de ReZero. La version publiée en librairie est retravaillée. Certains éléments sont modifiés, ajoutés ou supprimés. Et c'est principalement cette version qui servira ensuite de base aux adaptations. Et la première arrive très rapidement. Quelques mois seulement après la sortie du premier light novel, ReZero passe au manga. Et à partir de juin 2014, le premier arc de l'histoire est adapté par le mangaka Daichi Matsuse. Et contrairement à certaines œuvres qui possèdent une seule adaptation manga continue, ReZero va fonctionner en plusieurs séries successives. Différents arcs sont adaptés par différents artistes, parfois même dans différents magazines. Mais l'adaptation qui va vraiment faire exploser la popularité de ReZero arrive 2 ans plus tard. En juillet 2015, une adaptation en anime est annoncée. Et le 4 avril 2016, le premier épisode de ReZero est diffusé au Japon. Mais Nagatsuki ne va pas simplement confier son histoire à l'équipe et attendre de voir le résultat. Il s'implique directement dans la production de l'anime. Il participe aux réunions autour des scripts, aux sessions d'enregistrement et intervient lorsque l'équipe a besoin de précision sur l'univers ou les personnages. Il lui arrive même d'écrire de nouvelles lignes de dialogue spécialement pour aider les scénaristes à adapter certaines scènes. L'objectif de l'équipe est alors de rester aussi fidèle que possible au ressenti du light novel, notamment dans ses passages les plus sombres, tout en réussissant à condenser une œuvre extrêmement dense dans le format d'une série télévisée. Et le résultat va largement dépasser le cercle des lecteurs du roman. Avec sa première saison de 25 épisodes, ReZero devient en 2016 l'un des animes les plus remarqués de sa génération et va progressivement s'installer comme l'un des grands noms de l'isekai. Une ascension assez impressionnante quand on pense que, à peine 4 ans auparavant, tout a commencé parce qu'un homme qui publiait sur internet voulait juste écrire sur une fille aux cheveux argentés. Mais il reste encore une question, parce que Nagatsuki aurait très bien pu faire de Subaru un héros surpuissant, ou que la mort ne soit qu'un bouton recommencer sans réelles conséquences. Mais il a volontairement choisi de faire l'inverse. Subaru doit avoir peur, et surtout, il ne doit jamais s'habituer à mourir. Alors forcément, qu'est-ce que toutes ces morts peuvent bien faire à quelqu'un qui, lui, est condamné à s'en souvenir ? Et c'est là qu'on arrive probablement à l'un des aspects les plus intéressants de ReZero, sa psychologie. On l'a vu juste avant, si Nagatsuki a imaginé le retour par la mort, ce n'est pas simplement pour donner un pouvoir original à Subaru. C'était avant tout pour lui imposer l'épreuve la plus difficile qu'il pouvait imaginer, la mort. Et surtout, Subaru ne connaît pratiquement jamais de mort paisible. Elles sont toutes douloureuses, terrifiantes et suffisamment marquantes pour qu'il continue lui-même à en avoir peur. Parce que dans sa tête, tout s'est réellement produit. Il a réellement ressenti la douleur, il a réellement eu peur, il a réellement vu certaines personnes mourir. Et surtout, il est le seul à s'en souvenir. C'est peut-être ça finalement l'un des aspects les plus cruels du retour par la mort. Ce n'est pas seulement le fait de mourir, c'est de vivre des événements traumatisants dans une réalité qui, quelques instants après, n'appartient à personne d'autre que vous. Et ReZero joue constamment sur ce décalage. Subaru peut ressentir une peur immense face à quelqu'un qui, dans cette nouvelle boucle, ne lui a encore absolument rien fait. Il peut être profondément attaché à une personne avec laquelle il vient de vivre quelque chose de terrible, mais pour elle, ce moment n'a jamais existé. Il peut avoir des informations qu'il ne devrait pas connaître, et malgré tout ça, il doit constamment faire comme si tout était normal. Parce qu'en plus de tout ça, Subaru ne peut même pas simplement raconter ce qui lui arrive. Il est condamné à porter tout ce qu'il vit tout seul. Et ça change complètement notre manière de percevoir le personnage. Parce que disons-le, au début de ReZero, Subaru peut franchement être agaçant. Il est bruyant, excessif, parfois arrogant, et comme il connaît parfaitement les codes des jeux vidéo, des mangas et des histoires de fantasy, il est persuadé d'être devenu le personnage principal de sa propre aventure. Mais progressivement, ReZero va démonter cette image. Subaru veut être le héros. Le problème, c'est qu'il n'en a ni la puissance, ni l'expérience, ni même au départ la maturité. Et surtout, il arrive dans cet autre monde avec des problèmes qu'il avait déjà avant d'y mettre les pieds. Son besoin d'être reconnu, son manque de confiance en lui et son besoin de donner l'impression qu'il vaut quelque chose. Et derrière son comportement constamment énergétique se cache en réalité quelqu'un qui possède une image extrêmement négative de lui-même. Et c'est quelque chose qui éclate véritablement au grand jour à plusieurs reprises dans l'histoire. Subaru ne souffre pas uniquement de ses morts.
il souffre également de ses échecs. Parce qu'avec le retour par la mort arrive une responsabilité monstrueuse. À partir du moment où Subaru sait qu'il peut potentiellement empêcher une catastrophe, que se passe-t-il lorsqu'il n'y arrive pas? Si quelqu'un meurt alors qu'il aurait peut-être pu trouver une autre solution, est-ce encore simplement une tragédie ou est-ce sa faute? Et plus il recommence, plus cette idée devient dangereuse, parce que Subaru finit par être le seul à connaître toutes les possibilités qui ont échoué. Et nous, spectateurs, sommes placés exactement dans la même position. Lorsqu'une boucle recommence, nous savons très bien ce qui s'est passé. Mais tous les personnages, eux, l'ont oublié, sauf Subaru. Et c'est extrêmement important dans la manière dont Re:Zero nous fait ressentir son histoire. Une scène qui paraissait parfaitement innocente quelques épisodes auparavant peut soudainement devenir terriblement angoissante. Un endroit ou un personnage qui entre dans le champ, nous savons ce qui pourrait arriver. Et Subaru aussi. Et à cet instant, on ne regarde plus simplement Subaru avoir peur. On ressent nous aussi la peur avec lui. Et le light novel renforce énormément cette proximité avec Subaru. Re:Zero est écrit à la troisième personne, mais Nagatsuki explique que la narration reste très centrée sur les personnages, au point que la voix intérieure de Subaru transparaît assez fréquemment dans le texte. On ne se contente donc pas d'observer ses décisions, on reste au plus près de ses émotions et de sa manière de réfléchir. Et l'anime devait forcément traduire tout ça différemment. Au lieu des pages de monologue intérieur, il utilise autre chose. La réalisation, les silences, les regards, le son, la musique et surtout les ruptures. Re:Zero est capable de passer extrêmement rapidement d'une scène de fantaisie presque légère à quelque chose qui ressemble davantage à de l'horreur psychologique. Et la musique joue énormément là-dedans. Pour les séquences liées au retour par la mort, le réalisateur Masaharu Watanabe avait notamment demandé au compositeur Kenshiro Suehiro d'utiliser des voix humaines, de traiter les scènes émotionnelles comme celles d'un film ou d'un drama et de pousser particulièrement le suspense. Et parfois, Re:Zero décide tout simplement de nous laisser dans l'inconfort. L'un des exemples les plus connus reste l'épisode 15 de la première saison, justement intitulé The Outside of Madness. Sans raconter précisément ce qui s'y passe, c'est l'un des épisodes qui représente le mieux cette descente aux enfers. Pendant une bonne partie de l'épisode, Subaru ne maîtrise absolument plus rien. La mise en scène devient pesante, les silences durent, les images deviennent de plus en plus dérangeantes. Et lorsque l'épisode arrive enfin à sa conclusion, il ne cherche même pas réellement à nous soulager. La musique continue, le générique apparaît directement sur les images et on reste simplement là, à encaisser ce qui vient de se passer. Les scénaristes de l'adaptation ont d'ailleurs expliqué avoir réfléchi spécifiquement à cette conclusion et à la manière dont le générique devait accompagner un épisode qui ne se terminait absolument pas comme un épisode classique. Mais ce qui rend la psychologie de Re:Zero intéressante, à mon avis, c'est qu'elle ne repose pas uniquement sur la souffrance. Parce que faire souffrir un personnage encore et encore, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce que cette souffrance révèle de lui. Et Subaru va parfois devenir franchement difficile à regarder. Pas parce qu'il est couvert de sang, mais parce qu'il craque. Il devient désespéré, irrationnel, égoïste. Il prend de mauvaises décisions, peut reporter sa colère sur d'autres personnes, et à certains moments, l'image héroïque qu'il avait construite autour de lui s'écroule complètement. C'est notamment ce qui rend un épisode comme le 18e de la première saison aussi important. Après avoir passé énormément de temps à essayer d'avancer malgré tout, Subaru finit par verbaliser quelque chose qu'on avait surtout aperçu jusque-là. Et c'est là que Re:Zero évite, à mon sens, un piège important. La souffrance ne fait pas nécessairement de Subaru quelqu'un de meilleur. Elle peut également le rendre pire. Il ne suffit pas de mourir 10 fois pour obtenir 10 fois plus de sagesse. Nagatsuki expliquait justement avoir imaginé la mort parce qu'il cherchait l'épreuve la plus forte possible pour permettre à son protagoniste de grandir. Parce que malgré toute sa cruauté, Re:Zero n'est pas une œuvre qui nous dit simplement « Regardez jusqu'où on peut briser quelqu'un ». Elle nous demande aussi, une fois qu'on l'a détruit, comment est-ce qu'il se relève.
Et les moments qui permettent à Subaru d'avancer ne sont presque finalement jamais ceux où il devient plus puissant. Ce sont ceux où il accepte ses faiblesses, où il accepte qu'il ne peut pas tout faire seul, où quelqu'un finit par lui tendre la main, ou simplement par reconnaître qu'il souffre. C'est quelque chose que Nagatsuki évoque indirectement lorsqu'il parle des moments paisibles de ReZero. Ces instants sont précisément ce que Subaru cherche à retrouver et à protéger. Et ils permettent de comprendre pourquoi il continue de se battre malgré tout ce qu'il traverse. Et c'est aussi probablement pour ça que ReZero peut autant nous affecter. Échouer plusieurs fois au même endroit, avoir peur de reproduire une erreur, se détester pour quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire, prétendre que tout va bien alors qu'on est complètement dépassé, ou avoir simplement besoin que quelqu'un nous dise « j'ai vu que t'avais essayé », ça, c'est beaucoup plus universel. Et ReZero utilise un concept complètement fantastique pour parler d'émotions extrêmement humaines. Et c'est peut-être pour ça que ces scènes les plus marquantes ne sont pas forcément celles où Subaru meurt. Ce sont parfois simplement celles où, après avoir passé des épisodes entiers à essayer de ne pas s'effondrer, il n'y arrive plus. Et nous, contrairement aux autres personnages, on sait pourquoi. Parce qu'on était là à chaque fois. Nous avons vu toutes les boucles qu'ils ont oubliées, toutes les erreurs qui n'existent plus, et toutes les morts qui ont été effacées. Et c'est là, à mon sens, que ReZero réussit probablement son tour le plus cruel. Le retour par la mort efface les conséquences d'un décès pour tout le monde. Mais jamais pour Subaru. Et encore moins pour celui qui regarde. Ce qui est intéressant avec ReZero, au fond, c'est que son concept de départ n'est presque qu'un prétexte. Une mécanique fantastique, très simple à comprendre, qui permet surtout d'explorer jusqu'où un personnage peut être poussé, et ce que ça révèle de lui quand toutes ses certitudes commencent à disparaître. Et c'est aussi pour ça que j'aime ce genre d'œuvre. Celles qui prennent un concept parfois totalement irréaliste pour parler de quelque chose de plus intime, et qui n'hésite pas à mettre ses personnages face à ses failles. ReZero n'est évidemment pas la seule série à le faire. Des œuvres comme Steins Gate, Higurashi, Madoka Magica ou Evangelion se sont elles aussi intéressées, chacune à leur manière, à la perte de repères, au traumatisme, à l'obsession ou à cette frontière parfois assez floue entre tenir le coup et complètement perdre pied. Et c'est là aussi ce qui rend ces histoires fascinantes. Peu importe à quel point leur univers peut être fantastique, ce qui finit par nous marquer reste profondément humain. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, à vous abonner en activant la cloche, et je serai ravie de lire vos avis en commentaire et de savoir quelle scène vous a le plus marqué dans ReZero. Bye bye!